parle du surroi du gaz de schiste ou du mont Orford, du projet de l'éoduc Énergie-Est, la question de l'acceptabilité sociale est véritablement devenue un enjeu de premier plan. Le ministère des Ressources naturelles consulte en ce moment différents groupes sur ces orientations. Son livre vert en matière d'acceptabilité sociale. Vous savez, les entreprises qui ont des projets, qui veulent avoir du succès dans l'avenir, doivent avoir une stratégie en matière d'acceptabilité sociale. Avec nous pour en parler, Corinne Gendron, professeure à l'École des sciences de gestion de l'UQAM et titulaire de la chaire en responsabilité sociale. Et vous avez d'ailleurs fait une présentation en consultation parlementaire il y a 2 semaines. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler d'acceptabilité sociale. Jusqu'à quel point c'est aujourd'hui névralgique d'avoir une telle stratégie pour faire fonctionner un projet? Écoutez, au cours des dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait des projets qui étaient proposés et ça n'était pas fait en dialogue avec les populations qui étaient susceptibles de les accueillir. Ça a créé des conflits, ça a suscité des conflits et donc on a commencé à se dire qu'il faudrait peut-être regarder comment est-ce qu'on propose un projet à la population pour éviter ce type de conflit. Alors, est-ce que ce sont des problèmes de communication ou c'est vraiment une attitude par rapport au milieu où on va faire le projet, c'est-à-dire de ne pas le respecter, ce milieu-là, ou de penser que le simple apport économique sera suffisant pour créer une adhésion? Alors, il y a plusieurs hypothèses dans ce que vous venez de mentionner. Il y a certainement une composante de communication. Il y a peut-être une composante d'attitude aussi par rapport à certains promoteurs. Il y a aussi cette impression qu'on a encore que parce que ça peut être économiquement rentable, c'est automatiquement bon. Alors tout ça fait en sorte que des fois, des promoteurs se butent à une population qui dit « Oui, mais attendez, c'est peut-être intéressant économiquement pour vous, mais c'est nous qui allons subir, par exemple, les impacts, des risques accrus. » Donc la population se dit peut-être si on a des retombées, éventuellement, on pourrait accepter ces risques-là, ou parfois, la population dit non, ces risques-là, même si ça nous permet d'avoir des retombées et vous, ça vous permet d'avoir des profits, on n'accepte pas du tout de les assumer. Je me pose la question, comme je l'ai écrite sur ma feuille, sans prendre parti bien sûr, mais je vous pose la question, quelle est la légitimité de la population à se prononcer sur un projet que l'État, par exemple, a approuvé dans une région? Ça, c'est vraiment une question névralgique, c'est, je dirais, la grande question ou une des grandes questions. Si vous vivez dans un environnement et on vous dit demain matin, j'installe une usine extrêmement dangereuse qui pourrait exploser. Je pense qu'on peut comprendre assez facilement que la population qui habite là depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans puisse avoir son mot à dire pour dire oui ou non, j'accepte ce risque-là. Évidemment, ce n'est pas toujours des risques de ce type-là, c'est peut être aussi une modification du milieu de vie, mais il est certain que c'est un peu délicat de venir dire parce que l'État par exemple, le gouvernement qui a été élu et qui avait un grand projet a décidé que cette filière-là allait être développée, qu'on ne puisse pas demander l'avis de la population qui va effectivement l'accueillir. Je pense qu'on peut poser la question à l'inverse et se dire comment se ferait-il qu'elle ne puisse pas se prononcer pour accueillir ou non ce type de projet. En même temps, il y a des gens d'affaires, et je vais citer le Conseil du patronat du Québec qui dit souvent qu'il y a surtout du blocage de projets qui finalement n'a pas de risque très élevé. Et le CPQ qui s'est prononcé devant la même commission que vous dit quand un bon projet est avorté, ce n'est pas juste son promoteur qui en écope, mais toute notre société en quelque sorte. Donc c'est ça, c'est l'équilibre entre l'acceptabilité sociale et l'apport économique. Oui, mais c'est aussi qui fait l'évaluation du fait que le projet est bon ou pas bon. Là, on nous dit que ce sont des bons projets qui ne sont pas acceptés. Bon, ben, peut-être que les populations qui ne l'ont pas accepté, elles estimaient qu'il n'était pas si bon que ça. Donc, les processus qui se réclament d'acceptabilité sociale sont justement une occasion pour la population de discuter avec le promoteur pour voir si oui ou non, le projet est-il si bon que ça? Ouais. Et éventuellement de dire, peut-être que le promoteur le trouve bon, mais nous, comme population, on ne le trouve pas si bon. Qui doit se prononcer sur l'acceptabilité sociale? On parle de la population, par exemple, si on fait passer un pipeline dans une région, on parle de la population, on parle du promoteur, mais est-ce que les groupes de pression environnementaux, par exemple, qui vont s'insérer dans ce débat-là, à grand droit, tout à fait, mais est-ce qu'ils ont le droit, justement,
d'avoir part à cette discussion sur l'acceptabilité sociale? Alors, chaque projet génère des enjeux. Il peut y avoir des enjeux locaux, il peut y avoir des enjeux globaux. Et s'il y a des enjeux globaux, eh bien, il y a beaucoup de groupes environnementaux, par exemple, qui agissent à l'échelle nationale, qui sont porteurs de ces causes-là, qui peuvent venir éclairer la décision sur ces enjeux qui sont plus globaux. Donc, l'acceptabilité sociale, ça se passe à différents niveaux. Ça se passe à l'échelle locale, bien sûr, auprès de la population qui est appelée à accueillir le projet, mais ça se passe aussi à l'échelle nationale, par exemple, sur des enjeux de changement climatique ou des enjeux généraux de biodiversité. On a aussi des questions à se poser sur des projets par rapport à la population en général, sur le type de Québec qu'on veut, le projet de développement qu'on veut pour le Québec. Est-ce que vous, ça fait quand même un bon moment que vous étudiez ces questions de près. Est-ce que vous considérez qu'on est rendu à un modèle qui fonctionne bien au Québec dans la consultation pour l'acceptabilité sociale? Je pense qu'au Québec, on est vraiment une société où on a d'excellents processus. Maintenant, ce qui est proposé avec le livre vert, c'est une modernisation des processus. Je pense qu'on peut améliorer certainement les processus par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, il faut que ça se fasse en concertation, notamment entre les ministères et avec les autorités municipales pour qu'on puisse, je dirais, optimiser les processus de consultation. Les rendre plus rapides, peut-être? Possiblement, mais en tout cas, les rendre plus efficaces ou efficients, les optimiser et peut-être éventuellement éviter les chevauchements, la confusion aussi dans certains régimes qui peuvent se contredire ou arriver en parallèle. Parce que sur les mêmes projets, parfois, l'Office national de l'énergie va se prononcer, le gouvernement va demander deux BAP, deux bureaux d'audience publique. Il y a une sorte de... c'est difficile de suivre et d'avoir un processus précis. Voici les 3 étapes à suivre pour réaliser le projet. C'est vrai que c'est difficile de suivre. Moi, je ne pense pas qu'on a besoin... Enfin, je pense que ça peut être intéressant d'avoir différentes instances qui se prononcent parce que ça jette des éclairages différents. Maintenant, je crois qu'on aurait besoin d'une cartographie des processus existants à la fois de consultation et d'autorisation pour y voir un petit peu plus clair et aussi pour qu'on puisse cibler les endroits où il y aurait moyen d'éviter un chevauchement ou éventuellement une contradiction, parce qu'il y en a actuellement. On y gagnerait certainement. Corinne Gendron, merci beaucoup. Merci à vous.